Flashback sur Séance Radio. Le cinématographe permet de projeter des images sur un écran. Toute l'actu des grands classiques du cinéma. Bientôt, les films vont être sonorisés. Flashback avec Antoine Cyr et Antoine Julien. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'aspect grandiose du mélange. Our first full-length motion picture feature in color opens a whole new world of thrill. Flashback sur Séance Radio. Ça, c'est le cinéma. Bienvenue dans Flashback, votre émission mensuelle dédiée à l'actualité du cinéma classique que j'ai le plaisir d'animer avec Antoine Cyr. Bonjour Antoine. Bonjour. Alors au programme de ce Flashback, les ressorties du mois de mars, l'actualité des DVD et les rétrospectives consacrées à Dino Risi et Dorothy Arzner. Antoine évoquera pour nous la haine réelle ou fantasmée, nous le verrons, entre Bette Davis et Joan Crawford sur le tournage de Qu'est-il arrivé à Baby Jane. Notre invité est l'historien du cinéma Jean Ollet-Laprune pour son émission Ciné-Kino sur Arte. Et tout de suite, on parle des rétrospectives. Parmi les rétrospectives de ce mois de mars, citons celle consacrée au cinéaste italien Dino Risi à l'Institut Lumière, qui a débuté le 1er mars et qui se poursuit jusqu'au 25 avril. 16 films et 2 soirées spéciales, dont l'une le 14 mars, une conférence donnée par Jean Gilly qui présentera le film La femme du prêtre avec le duo Mastroianni-Lorraine. Risi possédait un sens très aiguisé de l'observation de ses contemporains, c'est le moins qu'on puisse dire. Antoine, c'était l'un des grands maîtres de la comédie italienne à l'instar d'un Ettore Scola. Oui, il y a une dimension de dérision qui est vraiment extraordinaire. Il arrive par des petits portraits qui peuvent parfois durer quelques secondes à dessiner toute l'hypocrisie d'une société italienne qui est en train de changer, notamment dans les années 60. Alors parmi ses œuvres majeures, citons évidemment Les Monstres, réalisé en 1963, film à sketch, sans doute vraiment l'un des sommets de la comédie italienne, une satire de la médiocrité ordinaire composée donc d'une vingtaine de sketchs d'une extrême férocité. Quand on en revoit certains, on est assez subjugué par la virulence du propos, avec évidemment 2 acteurs extraordinaires, Ugo Tognazzi et Vittorio Gassman, qu'on retrouve également dans un film de Dino Risi que j'affectionne particulièrement, qui est Au nom du peuple italien, réalisé en 1971, dans lequel Tognazzi joue un honnête magistrat en lutte contre la corruption, qui enquête sur la mort d'une jeune fille et qui va l'amener vers un riche industriel campé par Vittorio Gassman. Avec une scène extraordinaire à la fin où Tognazzi se promène dans les rues où les gens sont en liesse à cause d'un match de football et où lui est complètement bouleversé parce que il connaît la corruption, enfin il connaît la situation de son pays, et donc le contraste entre le drame intime de cet homme intègre et la joie des gens qui de manière insouciante célèbrent le football, c'est vraiment un moment extraordinaire. Oui, c'est une vision de la société italienne de l'époque vraiment d'une très très grande force, grâce aussi évidemment au scénario du fameux tandem Edge et Scarpelli, à qui l'on doit évidemment le Pigeon. C'est un portrait au vitriol qui n'a vraiment rien perdu de sa force et qui prouve que Dino Risi n'était peut-être pas considéré comme il l'aurait dû l'être, et donc l'Institut Lumière a bien fait de rendre hommage à ce grand maître du cinéma italien. Si può sapere a che punto siamo con l'affare della puttanella drogata? Me lo chiudo? No, ancora non lo chiudo. Forse non è morta nel suo letto. Qualcuno ce l'ha messa dopo morte. Scusi, ma chi sarebbe? È una ragazza morta in circostanze misteriose, ne hanno parlato anche i giornali. Oh, no. Sei un porco e un puttaniere. Sì, sono un puttaniere, infatti ho sposato te. Ma davvero lei pensa che io sia un assassino? Mi guardi, via. Sì, io la guardo, ma lei guardi avanti, c'è un cambio. Lo sa che io talvolta penso di mollare tutto e farmi povero? Avrei degli amici. I poveri, fra loro si parla. La fondation Jérôme Sédou-Pathé propose de découvrir un cycle exceptionnel sur les immigrants en ciné-concert du 7 au 28 mars. La fondation présentera une sélection de films muets sur le thème de l'immigration, bien plus qu'un témoignage sur les mouvements migratoires du début du siècle dernier. Les 19 films constitueront ce cycle inédit de ciné-concert, de véritables pépites, parmi lesquels certains films de Charlie Chaplin notamment, qui racontent des mouvements migratoires du début du XXe siècle, principalement ceux des Européens qui fuyaient la misère
ou les persécutions et rêver d'une vie meilleure en Amérique. Film de fiction et documentaire, chacun d'eux est un trésor extrêmement rare. Ils ont été empruntés à la High Film Institute d'Amsterdam, au British Film Institute de Londres, à la Cinémathèque de Bologne notamment, conservés et projetés pour la plupart en 35 mm. Ces films magnifiques sont à découvrir en exclusivité donc à la Fondation Jérôme Sédou-Pathé, accompagné au piano par les élèves de la classe d'improvisation de Jean-François Zigel. Autre rétrospective à la Cinémathèque, celle consacrée à Joe Dante, le réalisateur des Gremlins, qui a été à l'honneur très récemment pour le festival Toute la mémoire du monde. Le réalisateur a eu une belle carrière dans les années 80, marquée par des films assez irrévérencieux, et puis sa carrière déclinera davantage à partir des années 90, mais on peut redécouvrir L'aventure intérieure, Les banlieusards, dont on avait récemment parlé à l'occasion d'une belle sortie DVD, et puis bien sûr Small Soldiers. Et puis enfin Antoine, une rétrospective qui fait un peu parler à la Cinémathèque française et qui aura lieu à partir du 22 mars et qui se poursuit jusqu'au 9 avril, celle consacrée à Dorothy Arzner, qui avait été célébrée au dernier festival Lumière de Lyon. Alors rapidement, Dorothy Arzner, c'était la seule femme cinéaste, je crois qu'on peut le dire, de l'âge d'or hollywoodien. Vous allez me dire si je me trompe, mais qui a réussi à s'imposer face à un monde d'hommes. Elle a réalisé une vingtaine de films entre 1927 et 1943. Oui, alors c'est tout à fait vrai, puisque Dorothy Arzner a été l'unique membre féminin de la Directors Guild, le syndicat des réalisateurs, avant 1950. Alors elle a connu une période d'oubli. Cette période d'oubli est-elle justifiée ? D'un côté, il faut bien se dire quand même qu'une partie de l'œuvre de Dorothy Arzner se compose de films commerciaux que sa réalisation n'a pas forcément transcendé. Par exemple, vous avez un film avec John Crawford qui s'appelle L'inconnu du palace de 1937, qui est vraiment un véhicule, comme on appelait ça à l'époque, de la MGM, qui présente un intérêt limité et qui n'a pas vraiment été transcendé par la réalisation de Dorothy Arzner. Mais il y a quand même quelques films comme Sarah Hanson, Christopher Strong, Working Girls et surtout L'obsession de Madame Craig, qui est vraiment un très très bon film. Excellent avec film, ouais. Rosalind Russell, qui mettent en scène des personnages de femmes qui sont intéressants par leur manière d'échapper aux stéréotypes. Et vraiment, Dorothy Arzner apporte quelque chose qui n'existait pas dans le cinéma hollywoodien de l'époque, qui est le regard d'une réalisatrice femme. Il y avait quand même beaucoup d'histoires de femmes, parce qu'il y avait beaucoup de scénaristes qui étaient des femmes, mais à un moment, il faut que le regard féminin passe jusqu'à la caméra, et ça vraiment, Dorothy Arzner est la seule à l'avoir fait. Et donc cette grille de lecture, c'est ce qui permet en fait de comprendre et de réévaluer l'œuvre de Dorothy Arzner et ce qui la distingue des autres films de son temps. Et puis alors, elle a vraiment franchi un cap avec un film qui s'appelle Dance Girl Dance, un film de 1940 avec Lucille Ball et Maureen O'Hara, qui est un film qui présente des défauts, mais qui à la fin présente une harangue féministe qui est faite par Maureen O'Hara devant un public d'hommes un peu échauffé, qui est tout à fait extraordinaire, qui est un moment absolument unique dans le cinéma hollywoodien de l'âge d'or. Ce film a été d'ailleurs une mauvaise affaire pour la RKO à l'époque. Il a un peu enterré la carrière de Dorothy Arzner, mais donc ce Dance Girl Dance fait partie des choses qui méritent qu'on s'intéresse aujourd'hui à Dorothy Arzner. Go ahead and stare. I'm not ashamed. Go on, laugh. Get your money's worth. Nobody's going to hurt you. I know you want me to tear my clothes off so as you can look your 50 cents worth. 50 cents for the privilege of staring at a girl the way your wives won't let you. What do you suppose we think of you up here? With your silly smirks your mothers would be ashamed of. And we know it's the thing of the moment for the dress suits to come and laugh at us too. We'd laugh right back at the lot of you, only we're paid to let you sit there and roll your eyes and make your screamingly clever remarks. What's it for? So as you can go home when the show's over and strut before your wives and sweethearts and play at being the stronger sex for a minute? I'm sure they see through you just like we do. Parmi les ressorties de ce mois de mars, débutons avec le diabolique Dr Mabuse de Fritz Lang, réalisé en 1960, qui est ressorti dans les salles le 1er mars. Le film débute par l'assassinat d'un journaliste retrouvé mort dans sa voiture alors qu'il s'apprêtait à faire d'importantes révélations, et des similitudes avec un crime ancien font ressurgir le spectre du Dr Mabuse, un génie du mal qui sévissait à la fin des années 20. Alors Fritz Lang avait bien sûr mis en scène ce personnage machiavélique à 2 reprises, dans les années 20 et dans les années 30. Cette ultime
l'ultime volet de Mabuse et le dernier film du cinéaste qui était de retour en Allemagne après plus de 20 ans passés à Hollywood. Alors en le voyant, il a un aspect serial, on va dire très plaisant, dans lequel on retrouve notamment Gerd Freube, acteur allemand évidemment bien connu, futur interprète de Goldfinger. À travers ce disciple de Mabuse, Lang scrute un monde sous surveillance, où la majeure partie de l'action se situe dans un grand hôtel construit par les nazis et truffé de micros et de caméras. Le titre original d'ailleurs du film est Les 1000 yeux du docteur Mabuse. Et on aime aussi la manière avec laquelle Fritz Lang se joue des artifices et des faux semblants, où finalement, comme souvent avec lui, tout est affaire de mise en scène. Oui, ce qui est quand même très intéressant dans le Docteur Mabuse, c'est que Fritz Lang, en fait, a fait des Docteurs Mabuse à 3 époques de l'histoire. Il en a fait un en 1922, qui est l'époque où l'Allemagne était un peu une pétaudière, avec tous les partis politiques qui s'affrontaient. Chaque parti politique avait son armée. Dans les années 20, en Allemagne, imaginez les partis politiques français, si chacun avait son armée en uniforme, ce serait quand même un peu compliqué. Telle était la situation en Allemagne en 1922. En 1933, il en fait un, évidemment, là on est en pleine montée du nazisme, oui. Et puis en 1960 et 62, il va en faire 2, je crois, des Mabuse Fritz Lang. Au total, d'ailleurs, dans cette époque-là, le personnage du docteur Mabuse va ressurgir au total dans 4 films, je crois, qui vont être tournés dans les années 60, dont 2 par Lang. Et donc c'est évidemment intéressant d'avoir ce personnage un peu allégorique qui va servir d'allégorie en fait à des périodes de l'histoire de l'Allemagne très différentes. Ich hatte ein Gesicht. Ich kenne nicht die Menschen, kenne nicht die Zusammenhänge, aber ich fühle Unheil. Mord. Wir beschäftigen uns schon eine ganze Weile mit einer Reihe merkwürdiger, bis jetzt unaufgeklärter Verbrechen. Schwere Kapitalverbrechen, Morde, Aktendiebstähle, Entführungen. Jeder Fall liegt anders, jeder Fall ist unaufgeklärt. Aber eines haben sie alle gemeinsam. Alle Opfer dieser Verbrechen waren einmal Gäste im Hotel Luxor. Was haben Sie dagegen, das Hotel? Unter uns. Es steht unter keinem guten Stern. Wie alles, was die Nazis noch so gegen Ende des Krieges angefangen haben. Mann von der Telefonzelle. Nicht dahin! Ja, ich habe gestern 3 Köder ausgelegt. Aber die Reaktion kam schneller, als ich dachte. Aber von wem? Von dem Hellseher? Von dem Versicherungsagenten? Oder von der Frau? Mabuse. Dr. Mabuse. Ich möchte nur wissen, wie der wohl aussieht. Dann kannst du dergleichen Sarg bestellen. 1932 starb er dann im Wahnsinn. Aber wenn man einmal mit richtigen, schweren Jungs noch so aus der alten Zeit spricht, die sagen alle, der Dr. Mabuse ist nicht tot, der kann gar nicht sterben. Autre ressortie de ce mois de mars, un film d'Ermanno Olmi, L'Emploi il Posto, qui ressort en version restaurée le 15 mars. L'histoire d'un jeune homme qui intègre une grande entreprise milanaise. Il se rapproche alors d'une jeune femme avec laquelle il va découvrir l'univers du travail. Alors le film se situant dans les pas du néo-réalisme, Olmi signe une œuvre sensible et juste, tout en demi-teinte, sur l'ascension d'un jeune homme dans une société déshumanisée. Le sens du cadre est saisissant, qui accentue le caractère kafkaïen de la vie de bureau. Olmi parvient aussi à filmer de très beaux instants de vie, notamment cette longue séquence de soirée d'entreprise pleine d'ivresse et d'une très grande vérité. Et puis il montre aussi ses qualités de grand directeur d'acteurs. Ils sont tous d'une justesse incroyable, particulièrement Sandro Panzeri, comédien amateur qui frappe par l'intensité de son regard. Ermanno Olmi continuera bien sûr dans cette veine sociale et obtiendra quelques années plus tard la Palme d'Or pour L'Arbre au sabot. Autre ressortie moins enthousiasmante, celle du Lion en hiver, The Lion in the Winter d'Anthony Harvey, réalisé en 1968, une ressortie en version restaurée 4K le 22 mars. Peter O'Toole campe le roi Henri II d'Angleterre, qui veut assurer sa succession, convoque alors ses 3 fils et fait libérer son épouse, Eleanor d'Aquitaine, campée par Catherine Hepburn. On va alors avoir droit à un lot d'intrigues et de trahisons en tout genre. Le film est adapté d'une pièce de James Goldman, sur une musique de John Barry et réalisé donc par Anthony Harvey, qui n'a pas particulièrement marqué l'histoire du cinéma. Un film qui, je trouve, a très
très mal vieilli et qui a pourtant valu à Katharine Hepburn son 3e Oscar. Mais alors là, je suis un peu plus dubitatif car je ne pense pas que ce soit le registre dans lequel Katharine Hepburn excellait le plus. En plus, le film a vous allez nous le dire Antoine, a quelques inexactitudes historiques puisque on y voit notamment à un moment donné un arbre de Noël. Oui, c'est très étonnant. C'est vraiment la première fois que je vois un film qui se passe au Moyen-Âge et dans lequel on voit un arbre de Noël, ce qui est une tradition qui remonte au plus tôt, il me semble, à la fin du 19e siècle. Et donc, voilà, mais bon, le numéro de Katharine Hepburn, elle fait vraiment un numéro... La haine pure qui est ce qu'elle véhicule un peu dans ce film n'est pas son registre le meilleur. C'était quelqu'un qui était fait pour des rôles peut-être un peu plus subtils que celui-là, mais quand on est un admirateur de Katharine Hepburn, et il y en a quand même, on ne peut pas ne pas avoir vu ce film. Oui, et on y découvre d'ailleurs dans ce film les jeunes Anthony Hopkins, qui était peu connu à l'époque, et Timothy Dalton, dont c'était le premier rôle. Mais en effet, vous avez tout à fait raison, un film à réserver aux inconditionnels de Katharine Hepburn, mais aussi, et bien sûr, de Peter O'Toole. Et enfin, parmi les ressorties de ce mois de mars, citons Le Criminel d'Orson Welles, de et avec Orson Welles, Antoine. Oui, alors c'est un film ça va assez bien finalement d'ailleurs avec Le Docteur Mabuse, parce que Le Criminel, c'est un film qui raconte les dangers du nazisme. On est après la guerre et il y a un ex-nazi sous les traits d'Orson Welles et qui a repris une vie tout à fait honorable dans une petite ville américaine. Et il y a Edward G. Robinson qui est un traqueur de nazis et qui va convaincre sa fiancée Loretta Young que cet homme est dangereux. C'est très intéressant. Alors c'est un film qui est surtout connu pour son final extraordinaire. Donc là évidemment je vais pas du tout vous le raconter, mais la fin du Criminel fait partie probablement des 5 ou 6 plus grands morceaux de cinéma de la carrière d'Orson Welles. Et donc sur ce plan-là, le suspense est vraiment totalement réussi. Et tout de suite, on parle cinéma européen avec notre invité. Vous êtes toujours dans Flashback où nous recevons l'historien du cinéma Jean Ollet-Laprune pour la série documentaire Ciné Kino, prochainement diffusée sur Arte, dans laquelle vous retracez les cinématographies de plusieurs pays européens. Les 4 premiers épisodes consacrés à la France, à l'Allemagne, à l'Italie et la Belgique seront diffusés les 15 et 22 mars prochains en deuxième partie de soirée. Jean Ollet-Laprune, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous dans Flashback. Alors en quoi consiste cette série Ciné Kino ? En fait, c'est né de 2 documentaires que nous avions écrits et réalisés il y a quelques mois, toujours avec Arte, qui s'appelait Ciné Kino, qui retraçait tous les rapports ayant existé ou existant encore aujourd'hui entre la France et l'Allemagne. Marlène Dietrich et Jean Gabin, un certain nombre de choses comme ça. Et l'expérience a été très heureuse parce que d'abord les équipes se sont bien entendues et puis surtout on a découvert chacun que la cinéphilie qui pouvait exister dans un pays n'était pas du tout la même que dans l'autre pays. Maurice Pialat, par exemple, est complètement inconnu en Allemagne. Et à l'inverse, il y a des films allemands qui font des triomphes dans les salles en Allemagne que nous n'avons jamais vus. Donc, nous sommes repartis avec les mêmes équipes, sur le même principe, essayons de découvrir les différentes cinématographies européennes. Là, c'est les 71 traités de Rome. Et donc, ce qui nous a été demandé, qu'on a refusé dans un premier temps, tellement la tâche semblait élevée, qui était de résumer-nous la cinématographie française en 26 minutes, la cinématographie allemande, la cinématographie anglaise, la cinématographie espagnole et ainsi de suite, qui donc était quand même quelque chose d'énorme. Et puis en y réfléchissant, nous nous sommes dit, il y a peut-être moyen de fournir un certain nombre de parfums, d'esprits et d'idées de ces différentes cinématographies en 26 minutes, en nous arrêtant sur des choses, des personnes, des lieux qui nous paraissaient emblématiques. Et tout additionné, on espère qu'en 26 minutes, il y aura quelque chose du cinéma français qui va ressortir de ces différents sujets, ou du cinéma allemand, ou du cinéma italien, ou du cinéma belge, pour reprendre les 4 premiers épisodes qui sont faits. Donc nous avons structuré ça avec à chaque fois un réalisateur, un film, une date, un lieu, et ainsi de suite, des petits points comme ça, qui nous paraissent soit représentatif du pays, soit quelque chose qui paraît nécessaire de faire découvrir aux autres pays. Alors par exemple pour l'Italie, est-ce que vous avez des exemples de lieux ou de personnages que vous pouvez nous donner? Comment vous l'avez construit par exemple? Par exemple pour l'Italie, on imaginait mal ne pas pouvoir parler de Vittorio De Sica. Et donc nous sommes allés filmer l'endroit, la rue où Lamberto Maggiorani se fait voler sa bicyclette dans Le voleur de bicyclette de Vittorio De Sica. C'était un chantier, et je vous promets que c'est vrai, en tout cas c'est dans le film,
s'est transformé en garage à bicyclette. C'est formidable. Donc, voilà, c'est une petite surprise qu'on a quand on fait des tournages comme ça. Dove portiamo? Al Flaminio ai Parioli? Al Flaminio? Al Flaminio, dove portare? Ci andiamo in tanti adesso, se no si affolla il commissariato. Ci andiamo io e Pasquale, e basta. Lascia stare, lascio vedere. E mo me la ciò qui. Non voglio impicci, lascio stare. Buongiorno a tutti e grazie. Bella roba che insegna al tuo figlio. Manca la vergogna. Sei fortunato che hai trovato quello lì, ma se era per me te ci portavo dentro. Vattene a casa che ti ha detto bene. Ma va, tira. È meglio che te ne vai, va. Ma ringrazia a Dio, va. Manna. À travers tout ça, est-ce qu'on voit quand même l'idée qu'il existe un cinéma européen ou est-ce que c'est une idée totalement fantasmatique? La réponse est oui. C'est-à-dire que dans un premier temps, surtout aujourd'hui, on estime qu'on ne connaît pas le cinéma allemand, ce qui est vrai et tout. Et en fait, quand on met tout ça sur le papier bout à bout, on se rend compte que sans que nous le voulions, sans que nous le sachions, nous avons grandi avec les différents cinémas européens. Là, c'est un point de vue français, mais je crois pouvoir dire que c'était le point de vue également des Allemands. Alors, c'est des choses un petit peu ponctuelles, c'est-à-dire le cinéma allemand des années 70, celui de Wenders ou de Fassbinder, nous a marqué, de la même façon que la comédie italienne, qui était distribuée, je vous rappelle, en France, au même titre que les blockbusters américains. Ils avaient, je sais plus, 25% de part de marché du film italien. C'était quelque chose d'extrêmement important. Donc, qu'on le veuille ou non, oui, il y a une culture du cinéma en Europe qui est aujourd'hui un petit peu en train de se perdre. Ce que je vous disais il y a quelques instants, je ne sais pas si vous avez entendu parler de Fuck You Goethe, un prof pas comme les autres, qui a été un gigantesque triomphe en Allemagne dans les salles de cinéma, qui n'est jamais sorti en France. Enfin, il est sorti en France, mais il a fait 10 000 entrées, 20 000 entrées, quelque chose comme ça. Et nous avons, pour l'épisode italien, consacré un sujet à quelqu'un qui s'appelle Checco Zalone, qui est totalement inconnu en France, totalement inconnu en Europe, mais qui, en Italie, a interprété et coécrit 4 films qui tous ont été des tels triomphes que le dernier en date a battu Star Wars, l'a laissé sur place, quoi. Et le film s'appelait Quo Vado, et le film n'est jamais sorti en France. Et donc voilà, comment se fait-il que, quelle que soit la qualité du film, on n'ait jamais entendu parler de ce monsieur dans les autres pays ailleurs qu'en Italie. Alors il y a un mythe européen par exemple qui est celui de Lola Montes qui a fait l'objet de 3 adaptations, une en France, une en Allemagne et une en Angleterre. Voilà, est-ce qu'il y a vraiment 3 Lola Montes différentes? Est-ce qu'elles ont des points communs? On n'en connaît que 2 déjà. Le 3e, il reste à restaurer, la version anglaise qui je crois n'existe pas. C'est le même réalisateur déjà, donc c'est la même vision. On peut parler tous ces films, notamment ce qu'on avait fait dans Ciné-Kino, toutes les doubles versions qui ont existé dans les années 30 au moment où le doublage n'était pas encore tout à fait au point, c'est prolongé quand même pas mal plutôt dans les années 40-50. Je veux dire, même un film comme La Piscine de Jacques Deray a été tourné dans une version française et une version anglaise. Tous les comédiens étaient bilingues, donc il existe une version anglaise avec une chute différente dans la version anglaise que dans la version française. Et tous les acteurs étaient les mêmes? Oui, les 4 acteurs étaient les mêmes. Le Samouraï de Melville a été tourné en anglais également. Il y avait peu de dialogue, donc c'était relativement plus simple. Mais voilà, c'était pour Lola Montes, c'est à la fois c'est un film différent, mais c'est le même film, je veux dire, c'est les mêmes acteurs qui jouent, c'est toujours Max Ophuls qui est là, qui refaisait tourner les scènes. Et Peter Ustinov parlait les 3 langues, a fait son monologue du début dans les 3 langues. D'ailleurs, l'histoire est assez amusante, c'est-à-dire que je crois qu'il l'a fait d'abord en français. Il a dit, bon, je garde l'anglais parce que c'est ma langue maternelle, ce sera plus simple pour moi, je le garde pour la fin. Donc il a tourné la première prise en français, parfait, deuxième prise en allemand, absolument parfait, et au moment de se reposer pour la prise anglaise, je crois qu'il a fallu 2 jours de tournage, car dans sa propre langue, il a beaucoup chuté. Lola, virginale et pure, devient une femme en fleurs, comblée d'amour et de tendresse. Je sais pas ce que j'ai ce soir, mais ma vie tourne dans ma tête. N'y posez pas, madame, il y a trop de choses. Allons, du courage, madame. Un mariage d'amour. Lola épouse le lieutenant James, l'ex-officier d'ordonnance de feu son père. En Écosse, vie maritale pleine de félicité, en dépit du temps insalubre. Allez-y. Scène de la vie conjugale, évoquée grâce au concours de la troupe des Lilliputiens du Mount Circus. Premier Noël dans l'intimité, promenade à cheval, le boudoir.
le dimanche à la petite église du village. Les soirs de pluie, 1 heure de clavecin. La chasse traditionnelle au coq de bruyère. Et est-ce qu'il y a des stars qui sont vraiment européennes? Par exemple, moi je pense spontanément à Romy Schneider ou à Jean-Louis Trintignant, par exemple, comme acteurs qui ont beaucoup transcendé les frontières. Mais est-ce que c'est ce qu'on peut le dire vraiment? Oui. Il y a des acteurs qui... Isabelle Huppert aujourd'hui, on peut dire qu'elle est une star européenne. Pour les Allemands, parce que dans chaque épisode, il y a un acteur ou une actrice. Et les Allemands ont choisi Nina Hoss, qui est une très très grande vedette en Allemagne, notamment la vedette de Christian Petzold dans les Barbara, des films comme ça, et qui est beaucoup moins connue en France. Je trouvais ça intéressant que la comédienne puisse être connue. Tout l'épisode français, c'est Catherine Deneuve. C'est Catherine Deneuve parce que s'il y a quelqu'un qui a joué dans tous les pays en Europe, de l'Angleterre, de l'Italie, de l'Espagne, avec Buñuel et tout, c'est bien elle. Et le grand paradoxe de Catherine Deneuve, qu'on a essayé de développer en quelques minutes, c'est qu'elle n'a jamais fait de scène. Elle n'est jamais passée par le conservatoire, elle n'est jamais passée par... Et quand vous lisez par contre ses livres de souvenirs et ses journaux de tournage, elle a une connaissance, mais incroyablement précise de la façon dont on fait les films. C'est une actrice de cinéma. Elle a le sens des équipes, elle a le sens du plateau, elle a le sens du rythme qui est absolument frappant. Donc pour nous, c'était une véritable actrice de cinéma. Et alors dans votre série, on découvre que Hitchcock a filmé en France et en Allemagne. Il l'a filmé en Allemagne, effectivement, il était très impressionné par les studios de Babelsberg. Il a tourné en France Leto, plutôt en fin de carrière, qui est peut-être pas son meilleur film. Et en Allemagne, qui l'a beaucoup impressionné sur les plateaux de Babelsberg. Dans chaque épisode, vous mettez en valeur un réalisateur, et ce qui est intéressant, c'est qu'on a parfois le regard qu'on peut avoir sur un pays est beaucoup lié à un cinéaste en particulier. On a l'impression que la Suède est représentée par Ingmar Bergman ou l'Espagne par Pedro Almodóvar, ce qui est sans doute évidemment très réducteur. À l'inverse, certains pays sont marqués par des courants, le free cinéma en Royaume-Uni, le néoréalisme en Italie ou même la nouvelle vague en France. Est-ce que c'est un jugement un peu réducteur, puisque comment se fait-il que ces cinéastes ont pris une telle place par rapport à leur propre pays? Il y a des modes. Pour Almodóvar, il y a tout le réseau des festivals qui a beaucoup fait pour l'image d'Almodóvar, mais quand vous replongez 30 ans en arrière, Carlos Saura était le cinéaste espagnol, donc voilà, qui était un petit peu de référence, celui qu'on présentait à chaque fois. Un grand cinéaste, c'est pas la question, mais c'est vrai qu'il a occulté d'autres cinéastes au moins aussi intéressants, peut-être moins prolixes. Je pense à des gens comme Victor Erich, par exemple, qui a fait très peu de films, mais tout à fait admirable. Donc c'est un peu l'effet festival, c'est-à-dire que là, on s'attache aux gens qui viennent présenter leurs films, qui sont en compétition. Le box-office, que je disais il y a quelques instants, est un petit peu relégué en arrière-plan. Il est rare que Causalone, voilà, il est toujours inconnu. Donc c'est quelque chose dont on voulait un petit peu sortir. Par exemple, les Allemands ont choisi comme metteur en scène allemand emblématique Helmut Kautner, qui n'est pas un metteur en scène très connu en France, mais qui présente la caractéristique d'avoir travaillé au moment sous les Allemands, sous le nazisme. Il s'est jamais compromis, mais il a débuté sa carrière à cette époque-là. Il a travaillé indifféremment en Allemagne de l'Est, en Allemagne de l'Ouest, traversant le mur pour faire des films. Et il y a un certain nombre de films comme Le Général du Diable, par exemple, qui sont des films tout à fait admirables, méconnus. Mais c'est un cinéaste emblématique du pays. Plus que Fritz Lang, plus que Wenders, qui n'ont rien à prouver. Vous voyez, mais qu'est-ce qui fait que certains pays ont perdu de leur prestige? L'Italie a été peut-être le plus grand pays de cinéma pendant 20 ans. L'Allemagne a connu une génération extraordinaire avec Wenders, Herzog, Fassbinder. Et ces pays-là, ensuite, ont quand même connu une sorte de désert, hein, même si certains renaissent aujourd'hui. À quoi est-ce dû? Les talents manquaient à ce moment-là? La télévision a quand même ratissé de façon assez radicale en Italie. Je pense, mais là c'est une opinion tout à fait personnelle, je pense que la question du cinéma italien, de la chute du cinéma italien dans les années 80 est plus compliquée que ça. Il y a toute une génération de grands cinéastes, Monicelli, Risi, qui n'ont jamais préparé la relève. C'est-à-dire que c'est très emblématique quand on revoit leurs films aujourd'hui. Tous les jeunes dedans sont des crétins, des imbéciles. Vous allez regarder La Terrasse, c'est un film anti-jeune que je trouve aujourd'hui assez pénible à voir. Donc il y a eu la télévision, mais il y a également eu des gens qui n'ont pas assuré qui n'ont pas assuré la suite.
Maintenant, à chaque fois, il faut gratter. Effectivement, nous, on a une vision du cinéma allemand des années 70 parce que les films étaient distribués en France, parce qu'on pouvait les voir, qu'après ils ont circulé dans les ciné-clubs, les chaînes de télé, puis les cassettes, les DVD. Il faut voir qu'il y a toujours un cinéma qui existe, plus ou moins riche et tout, mais en grattant, on trouve toujours des cinéastes intéressants. Christian Petzold, qui est une star en Allemagne, n'a pas la valeur, n'est pas reconnu à sa vraie valeur en France, par exemple, aujourd'hui. Ces films sortent, ils sont bien accueillis par la critique, mais voilà, c'est pas, il n'a pas le prestige que peut avoir Wenders, par exemple, aujourd'hui. Alors, il y a aussi un cas assez intéressant, c'est l'aspect transfrontalier, on va dire, de certains cinéastes. Lorsqu'ils vont tourner ailleurs, plusieurs exemples, évidemment, dans l'histoire du cinéma le montrent. Alors, évidemment, certains Européens qui émigrent à Hollywood, la liste est tellement longue qu'on ne va pas la commencer, on n'en sortirait pas. Mais il y a aussi des cas plus rares de cinéastes étrangers, américains notamment, qui vont tourner en France, en particulier. Je pense notamment à Joseph Losey, évidemment, qui tournera, à mon sens, son plus grand film en France, qui est Monsieur Klein. Et puis, très récemment, il vient d'être auréolé il y a quelques jours, Paul Verhoeven, qui a tourné en France, Elle. Ces cinéastes, ils y trouvent une inspiration nouvelle, dans nos contrées ou ailleurs, d'ailleurs, dans d'autres pays européens, mais cet aspect, voilà, où finalement les frontières n'existent plus. Alors, si les frontières existent, parce que c'est pas les mêmes équipes de tournage, c'est pas les mêmes films, enfin il y a des choses. Maintenant, je pense qu'il faut rajouter à ces metteurs en scène Jules Dassin, qui a fait un de ses meilleurs films en France, qui est le Rififi chez les hommes. Losey et Dassin, surtout Dassin, c'était vraiment des gens qui étaient en exil. Losey comme John Berry aussi. Comme John Berry, qui avec Sarah Bardet, je suis un sentimental, qui sont des. Mais c'est des gens qui ont toujours trouvé en France un accueil favorable pour le cinéma. C'est-à-dire que le cinéma est considéré comme une discipline noble, ce qui n'est pas toujours le cas aux États-Unis ou dans d'autres pays. Là, quand on a fait l'épisode France, nous nous sommes posé la question, qu'est-ce qui pourrait être emblématique du cinéma français? Et en fait, en y réfléchissant un peu, c'est la France, c'est le pays qui a inventé le cinéma. Les Frères Lumière à Lyon, et donc partant de là, ça donne un petit peu, on a un peu le sentiment que ça donne aux Français une obligation de servir le cinéma avec dignité, avec respect, avec amour et tout. Et ça se traduit aussi bien sur le cinéma, mais également d'avoir le plus grand festival de cinéma du monde, d'avoir la plus grande salle de cinéma en Europe, qui est le Grand Rex. Enfin, il y a un côté, le cinéma est respecté. Et ça, tous les metteurs en scène étrangers qui viennent travailler en France le disent de façon très régulière. Bon, effectivement, il peut y avoir des frottements sur les équipes et tout, sur les habitudes, mais sur la façon de faire les films, l'amour du cinéma, personne n'a jamais critiqué ce point sur la France. Vous avez aussi participé à la création de chaînes consacrées au cinéma. Moi, je me souviens, c'est juste un souvenir, que vous animiez une émission sur Cinéphile qui s'appelait Le Club, animé par Jean-Jacques Bernard. Avec le regretté Jean-Jacques Bernard, mais c'est comme ça que moi j'ai commencé ma cinéphilie, donc voilà, je tenais à vous rendre hommage pour cette émission qui m'a beaucoup marqué à l'époque. Et aujourd'hui, vous êtes responsable de la programmation de Filmo TV. Alors qu'est-ce qu'on peut y découvrir? Faites-nous une petite présentation de Filmo TV. Filmo TV est une plateforme de VOD et de SVOD, de téléchargement, tout ce qu'il y a de plus légal, consacrée au cinéma. Ce point a son importance parce qu'aujourd'hui, il y a une espèce d'amalgame entre les séries, la télévision, le documentaire, le téléfilm, direct ou vidéo. Nous, c'est le cinéma qui nous intéresse. Si vous aimez le cinéma, vous devez pouvoir trouver quelque chose chez nous pour vous faire passer une bonne soirée. Ceci étant dit, ça veut dire que le spectre que nous couvrons va aussi bien du cinéma muet allemand de la République de Weimar jusqu'à Paul Verhoeven, par exemple, en passant par le cinéma argentin ou les comédies françaises idiotes des années 60. Donc voilà, c'est quelque chose le plus large possible. Et surtout, ce qui nous paraît très important, c'est que dans une période où tout ceci est mis un petit peu jeté en vrac à droite à gauche, tous les programmes sont présentés. Tous les films sont lancés par des journalistes, historiens, animateurs. Tout programme est contextualisé. Il y a des émissions, il y a des débats. Antoine Cyr, ici présent, est venu par exemple nous parler des films pré-code qu'on peut voir en ce moment, c'est-à-dire tous les films hollywoodiens des années 30 qui flirtaient un petit peu avec le code de censure qui allait se mettre en place et qui sont par ailleurs des films tout à fait magnifiques, de William Wellman ou Michael Curtis. Et voilà, donc c'est l'envie de montrer des films et surtout aujourd'hui d'expliquer, de dire pourquoi on veut pouvoir montrer ces films. Même si le film est pas bon, on dit voilà, c'est peut-être pas terrible, mais je sais pas, Gérard Depardieu débute là-dedans, ou l'inverse.
Vous ne connaissez pas ce film, faites-nous confiance, vous allez voir, vous allez découvrir quelque chose. Victoria, c'est un film formidable. Donc c'est un petit peu l'idée directrice d'une plateforme qui, je crois, n'a pas d'équivalent sur le marché. Et vous êtes évidemment un cinéphile de la salle, hein. Vous avez vu... Avant tout. Et pourtant, on parle de VOD. Est-ce que la VOD change la cinéphilie aujourd'hui, la manière dont on appréhende les films aujourd'hui? Radicalement. Quand j'étais jeune, on pouvait faire des kilomètres et des kilomètres en voiture ou prendre le train pour aller voir un film parce que le film passait à ce moment-là, à cet endroit-là, et il fallait pas le louper. Je me souviens d'être allé à Lille pour voir Vertigo d'Hitchcock à l'époque où les droits étaient bloqués. Et donc il fallait pas louper le film. Donc ça donnait un rapport assez différent. Aujourd'hui, c'est l'inverse. On peut tout voir. C'est-à-dire en cherchant un petit peu, les films qu'on voulait voir depuis un temps fou, il est disponible. Vénus aveugle d'Abel Gans, qui est un film rarissime, très très peu projeté, a été montré par Patrick Brion dans son cinéma de minuit il y a quelques jours. Donc ça a donné... On est plus aujourd'hui dans la gestion de l'opulence pour essayer de trier, de classer, de chercher, de trouver, que dans la recherche qui pouvait prévaloir il y a encore quelques décennies où là pour le coup il fallait vraiment partir avec son bâton de pèlerin pour trouver les films. Donc c'est extrêmement différent, je trouve que c'est mieux, beaucoup plus agréable parce que voilà, on peut voir les films, ils sont là. Le Cuirassé Potemkin, il y avait une version du Cuirassé Potemkin, maintenant il y en a 3 ou 4 qui existent différentes, c'est absolument passionnant. Donc la difficulté aujourd'hui, c'est de pouvoir effectivement défricher tout ça, faire le tri, regarder, fureter, voilà. C'est beaucoup mieux. Jean-Olé Laprune, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Donc je rappelle cette série documentaire Ciné-Kino, donc les 4 premiers épisodes qui seront consacrés à la France, l'Allemagne, l'Italie et la Belgique, diffusés les 15 et 22 mars prochains en deuxième partie de soirée sur Arte. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous. Et tout de suite, on parle de la haine. Véritable ou fantasmée, nous allons voir entre Joan Crawford et Bette Davis. Une nouvelle série arrive sur les écrans américains dès le 5 mars sur la chaîne FX. Une mini-série qui s'intitule Feud, créée par Ryan Murphy et produite par Brad Pitt, qui revient sur des rivalités célèbres. Et pour cette première saison, le téléspectateur est plongé au cœur de la détestation légendaire entretenue par Joan Crawford et Bette Davis sur le tournage de Qu'est-il arrivé à Baby Jane? There was never a rivalry like theirs. For over half a century, they hated each other, and we loved them for it. They only ever made one film together. Whatever happened to Baby Jane? I'll get you the perfect co-star. What do you have in mind? Betty, I promise you, this is going to be the greatest horror movie ever made. Why this picture? We feel like Crawford and Davis may be a little long in the tooth. Why don't we go just a little bit younger? You want me to work with her again? Are you crazy? Never! Never again! Care to comment on the fact that Miss Crawford says you look old enough to be her mother? You gotta keep them at each other's throats. You have to. Lose the shoulder pads. I beg your pardon. And cut back on the lipstick. You're playing a recluse who hasn't seen the sun for 20 years, for Christ's sake. I might have something, but you didn't hear it from me. Blind item, my specialty. You are just trying to throw me. I'm trying to help you. I don't want to end up a joke pop. You all let me look ridiculous. Of course not. Pure, naked rancor. I love it. I want more. Are never about hate. Feuds are about pain. And action. I barely touched her. Did you get it? Nous venons d'entendre les voix de Jessica Lange qui campe Joan Crawford et Suzanne Sarandon qui interprète Bette Davis. Alors Antoine, cette détestation était-elle réelle ou légendaire? Elle était à la fois légendaire et tout à fait réelle. Effectivement, Bette Davis et Joan Crawford, c'est 2 actrices emblématiques de l'âge d'or d'Hollywood, les années 30, 40, 50. Alors Bette Davis d'abord. Bette Davis, elle a détenu longtemps le record des nominations à l'Oscar. Elle a été nommée 10 fois avant d'être détrônée par Katharine Hepburn, puis par Meryl Streep, qui je crois affiche 20 nominations au compteur aujourd'hui. Alors Bette Davis, elle a eu son lot de défaites, mais c'était quand même la reine d'Hollywood. C'était une reine qui ne faisait pas de cadeaux, qui était plus proche de l'impitoyable Elisabeth Ier, qu'elle incarna d'ailleurs 2 fois au cinéma, que de la débonnaire reine Victoria. Au fond, aucune actrice n'a compris mieux que Bette Davis que renoncer à être sympathique pouvait être la clé du succès. À défaut d'avoir pu s'imposer
imposée dans des rôles de sex symbole où on avait essayé de façon un peu idiote de la placer au début de sa carrière. Bette Davis, qui était originaire de Nouvelle-Angleterre, qui avait une éducation rigide et aussi une très solide formation théâtrale, s'est imposée en haut des affiches en jouant les personnages de femmes manipulatrices, autoritaires, monstrueuses. Pendant une partie de sa carrière, elle a alterné très intelligemment ses rôles ingrats avec d'autres qui étaient plus flamboyants, plus doux, plus mélancoliques. Elle s'est battue contre le patron de son studio, Jack Warner, qui voulait lui imposer des rôles insipides. Elle a même essayé de fuir les États-Unis en passant par le Canada pour échapper à son contrat avec Warner, mais l'impitoyable Jack l'a fait poursuivre par ses avocats. Elle est revenue à la Warner, mais en ayant gagné tout de même un bien meilleur contrôle sur ses rôles. Et il y a une dizaine de films tournés par Bette Davis entre 1938 et 1950 qui illustrent ce que le travail d'une actrice pouvait avoir de plus spectaculaire à l'époque des studios. Par exemple, L'Insoumise, La Lettre ou La Vipère qu'elle a tourné avec William Wyler. En définitive, à force de réussir les compositions les plus extravagantes de meurtrières, de névrosées, de vieilles filles, Bette Davis était devenue capable de faire oublier qu'elle n'était pas la plus jolie fille d'Hollywood. Mais après 1945, sa carrière connaît des hauts et des bas. Elle triomphe en 1950 dans All About Eve de Mankiewicz, mais ce film où elle incarne une star du théâtre en déclin résonne finalement comme un passage de témoin à des actrices plus jeunes, Anne Baxter et même Marilyn Monroe qui joue un petit rôle dans le film. Et donc dans les années 60, Bette Davis se retrouve abonnée au rôle de grand-mère diabolique. C'est à peu près tout ce qu'on lui donne à faire dans le cinéma américain. Et en 1962, le très anticonformiste Robert Aldrich la recrute pour jouer dans Qu'est-il arrivé à Baby Jane, un film qui montre l'affrontement quasiment grand guignolesque de deux sœurs, dont l'une a été une star mais se retrouve en fauteuil depuis un accident, tandis que l'autre est une ex-enfant star qui n'a jamais percé par la suite. Et comme Aldrich est vraiment très malin, il recrute Joan Crawford pour jouer l'autre sœur. Jane, do you remember when I first came back after the accident? You promised you wouldn't ever talk about that again. I know I did. But I'm still in this chair. After all those years, I'm still in this chair. Doesn't that give you some kind of responsibility? Jane, I'm just trying to explain to you how things really are. You wouldn't be able to do these awful things to me if I weren't still in this chair. But you are, Blanche. You are in that chair. And tell me, what are these awful things I'm supposed to be doing to you? Well, I meant you wouldn't have to work so hard. And I was thinking maybe Elvira could come in more often. Maybe she could even live with us. We don't need Elvira. But you get so tired. There's so much to do and you're not well. Maybe you're right. Maybe I should get a checkup or something. That would be wonderful. Perhaps we could find a really good doctor. Yeah, we could get hold of that nice Dr. Shelby, couldn't we? Yeah, let's see. What's his number again? Alors, c'est elle aussi, Joan Crawford, une star en déclin de l'âge d'or d'Hollywood. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il n'existe pas de personnalité qui soit plus opposée à Bette Davis que ne l'est Joan Crawford. Joan Crawford, elle n'avait pas de formation théâtrale. C'était une ancienne petite danseuse de Charleston qui était devenue la star du plus riche et du plus glamour des studios, la MGM, et qui avait réussi en grande partie sur son apparence, façonnée par les stylistes, les costumiers ou les maquilleurs
meilleurs du studio. Elle était connue pour son goût du sexe, qui concernait indifféremment les hommes et les femmes, et elle était allée, semble-t-il, jusqu'à faire des avances à Bette Davis, qui les avait refusées, d'autant plus choquée qu'elle n'avait que mépris pour cette star fabriquée de toutes pièces. Dans les années 50, les traits de Joan Crawford s'étaient durcis et elle avait eu, comme Bette Davis, un chant du cygne avec des films comme L'extraordinaire Johnny Guitar de Nicolas Ray ou Le Masque arraché dont nous parlerons tout à l'heure. Elle avait mieux réussi que Bette Davis financièrement, mais sa carrière était également au point mort et elle n'avait d'autres ressources que d'accepter les rôles de monstres. Quand je dis qu'elle avait mieux réussi que Bette Davis financièrement, il faut savoir qu'elle avait épousé le PDG de Pepsi Cola. Apprenant que Joan Crawford et Bette Davis étaient réunis à l'écran, leur ancien patron, Jack Warner, s'est exclamé que personne ne paierait pour voir s'affronter ces deux vieilles peaux. Les événements vont lui donner tort. L'art de la diplomatie, Jack Warner. Mais entre guillemets, bien sûr. Les événements vont lui donner tort. Au bout du compte, qu'est-il arrivé à Baby Jane, film à petit budget, d'une cruauté et d'une violence psychologique et même physique inouïe, qui réunissait deux anciennes stars au cachet dévalué, couvrit ses frais en 11 jours et rapporta 9 fois ce qu'il avait coûté. Mais surtout, la presse et les publicitaires du film n'eurent de cesse de mettre en scène la rivalité réelle entre les deux actrices pour susciter l'intérêt des spectateurs. Sur le tournage, l'ambiance entre les deux stars est explosive. Davis multiplie les déclarations vachardes, raillant l'image de vertu dont Crawford a essayé de se parer à travers les personnages incarnés pendant ses années de gloire. Ironisant aussi sur les attraits révolus de sa consoeur, elle la couvre de mépris en l'appelant la belle Crawford, en français dans le texte. Alors, comme l'autobiographie de Bette Davis paraît au moment même où les deux stars cohabitent sur le plateau de Qu'est-il arrivé à Baby Jane, Joan Crawford croit bien faire en demandant un exemplaire signé à sa rivale. Et là, cette dernière déclare à son producteur « Je ne vais quand même pas lui signer une dédicace commençant par « Cher Joan ». Finalement, elle écrit sèchement « John, merci de m'avoir demandé un autographe. Bette ». Crawford se vengera le soir de la cérémonie des Oscars de la même année en montant recevoir sur scène la statuette au nom d'Anne Bancroft, récompensée pour Miracle en Alabama, sous le regard consterné de Bette Davis, qui était simplement nominée ce jour-là. And the winner is Anne Bancroft in Miracle. Accepting for Anne Bancroft, Miss Joan Crawford. Miss Bancroft said, "Here's my little speech, dear Joan. Quote, there are 3 reasons why I deserve this award. Arthur Penn, Bill Gibson, Fred Cole." Unquote. Thank you. En 1964, la querelle va rebondir lorsque Robert Aldrich va tourner Chut Chut Chère Charlotte, dans lequel Bette Davis devait jouer une vieille folle et Joan Crawford s'apparente Cupide. Mais cette fois, dès le début du tournage, Bette Davis va vraiment trop loin avec Joan Crawford, allant jusqu'à veiller que le distributeur de boissons offre du Coca-Cola et non pas du Pepsi Cola. Malade et déprimée, Joan Crawford quittera le tournage au bout de quelques jours et sera remplacée par Olivia de Havilland, une autre très grande star de caractère de l'âge d'or hollywoodien. C'est donc cette histoire que raconte la première série de Feud, qui veut dire querelle en anglais, et qui sort dans quelques jours, et dont la distribution apparaît vraiment très intelligente, avec celle qui fut jadis la beauté sculpturale de 2 grands remakes de films de l'âge d'or d'Hollywood, King Kong et Le Facteur sonne toujours 2 fois, Jessica Lange dans le rôle de Joan Crawford, et dans le rôle de l'intellectuelle vachard de Bette Davis, nous avons la Louise de Thelma et Louise, Susan Sarandon. Il n'en fallait certainement pas moins pour reprendre le rôle de ces 2 monstres sacrés, et pour faire bonne mesure, c'est l'excellente Catherine Zeta-Jones, célèbre chez les frères Cohen pour son intolérable cruauté, qui incarne Olivia de Havilland dans ce rôle où on trouvera aussi bien sûr les
personnages que j'ai évoqués tout à l'heure, comme Jack Warner qui est sous les traits de Stanley Tucci ou Robert Aldrich qui est sous ceux d'Alfred Molina. Oui, une série qui donne très très envie. Juste une petite anecdote par rapport à l'histoire de Baby Jane, c'est que le film fut présenté au Festival de Cannes à l'époque et il fut nommé aux Oscars, et injustice totale, seule Bette Davis avait été nommée, alors que quand on revoit le film, les deux sont formidables, mais Bette Davis est quand même dans une certaine outrance, pour ne pas dire plus, même si elle est formidable, alors que Joan Crawford est dans un rôle plus en creux et peut-être moins rôle à Oscar finalement. Oui, c'est un paradoxe parce que Joan Crawford était accusée d'en faire toujours trop, alors que Bette Davis était considérée comme maîtrisant un petit peu mieux les éléments des rôles, et je pense que là, Bette Davis a clairement bénéficié de son effet d'image pour toute sa carrière par rapport à Joan Crawford. Alors la série Feud est pour l'instant uniquement diffusée donc sur le network américain FX. On espère bien sûr pouvoir la découvrir très prochainement en France. Et maintenant, on parle de l'actualité des DVD. Parmi les sorties DVD Blu-ray, un coffret très copieux consacré à un cinéaste assez méconnu, même s'il fut sulfureux dans les années 70. C'est le réalisateur polonais Walerian Borowczyk, je crois que je prononce. Borowczyk, je dirais. Borowczyk. Alors, mais à mon avis, en polonais, c'est Borowczyk. Alors, c'est Borowczyk. Alors, oui. On va dire Boro parce que c'est comme ça qu'il aimait qu'on l'appelle, donc on va dire Boro. À l'occasion donc d'un coffret édité chez Carlotta, de 7 de ses films, 16 courts-métrages, plus 2 livres inédits et de très nombreux suppléments. Une très très belle édition donc. Pour ce cinéaste qui est mort en 2006, qui a d'abord été étudiant à l'Académie des Beaux-Arts de Cracovie, puis graphiste au début des années 50, affichiste en Pologne, et puis il quitte son pays au milieu des années 50 pour la France. Il réalise alors d'abord des courts-métrages d'animation, réalisés à partir de photographies impliquant notamment la manipulation d'objets, et puis sous l'influence notamment de Méliès, c'est lui-même qui le dit, les acrobaties comiques de Buster Keaton, les montages expérimentaux d'Eisenstein et bien sûr le surréalisme d'André Breton, de Man Ray et de Max Ernst. Il réalise son premier long métrage en 1968, Gotho, l'île d'amour, avec Pierre Brasseur. Qui le crut, mais c'est pourtant le cas. Et puis, au début des années 70, il profite de l'assouplissement de la censure pour réaliser des films très érotiques, notamment Les Contes immoraux, avec un Fabrice Lucchini très juvénile, et puis La Bête, réalisée en 1975, à l'humour très rabelaisien, inspiré de la véritable histoire de la Bête de Gévaudan, où l'on voit notamment l'accouplement d'une bête et d'une jeune femme, un film à la zoophilie certaine. N'oublions pas non plus que dans Les Contes immoraux, Fabrice Lucchini, si je me souviens bien, initie sa partenaire aux vertus buccales dans l'amour. Donc c'est quand même tout à fait inattendu quand on voit Lucchini aujourd'hui de l'imaginer dans un tel rôle. Il était très très juvénile, il faut le dire. Il était très très juvénile, et dans une scène même en référence à celle très célèbre de Tant qu'il y aura des hommes, mais avec une tournure qui n'est pas tout à fait la même. Depuis longtemps, j'ai soif et désir de ta bouche, comme un homme égaré dans le désert a besoin d'eau fraîche. Maintenant, rien ne m'en empêche. Je vais contenter mon désir et apaiser ma soif. Tu vas m'embrasser? Sur la bouche? Je ne vais nullement t'embrasser sur la bouche, comme tu dis de façon fautive. Et tu vas me recevoir dans ta bouche. Comme je t'ai raconté, tu avais l'air de comprendre pourtant que me recevaient les putains de Madame Claude. J'y resterai aussi longtemps que la marée montera. Plus d'une demi-heure. Pendant ce temps, pour t'empêcher de parler distraitement et de me mettre dehors, je t'expliquerai le mécanisme des marées. Tu seras bien attentive, à la fois à ce que je ferai dans ta bouche, à ce que je dirai, et à la mer qui monte autour de nous, comme monte en moi le désir. Et puis après ces films-là qui vont créer scandale, mais qui vont avoir beaucoup de succès, et bien pour Borowczyk ça va être un peu plus compliqué. Sade commence déjà à être loin puisque il est évidemment l'une des influences de ce cinéaste. Et puis le problème c'est qu'à partir des années 80, il va avoir beaucoup de mal à financer ses films. Il va même réaliser Emmanuel V au milieu des années 80. Donc là ça se passe plus très bien. Donc une fin assez triste pour un cinéaste donc que l'on veut reconsidérer. Alors Antoine, je ne sais pas si vous allez nous le révéler
réhabilité vous-même, puisque vous avez connu... Alors, ne soulignez pas excessivement Borowczyk était scandaleux. Mon grand âge, mais non, mais il faut effectivement se replacer dans le contexte de l'époque. On a une époque de grande libération des mœurs. Alors on va avoir c'est quand même l'époque où apparaît aussi les films pornographiques hard, et donc Borowczyk lui choisit une voie qui est celle de l'érotisme, disons de grande diffusion. Il est dans l'idée que des films érotiques peuvent être des films mainstream, et c'est ce qui va se passer par exemple pour Konzimoro quand même, qui est un film extrêmement léché, avec une qualité d'image très très travaillée, et en même temps des situations je dirais provocantes, mais qui en même temps, quand on a vu ce qu'on a vu depuis, paraissent bien sages, peuvent apparaître comme d'une certaine manière assez sages, ou peut-être même d'une certaine manière un peu hypocrite. Mais en même temps, ce qui est vraiment louable dans l'œuvre de Borowczyk, et en tout cas dans ses films érotiques, c'est d'avoir voulu introduire l'érotisme dans du cinéma, disons, je dirais pas familial, mais dans un cinéma en tout cas que la majorité des gens peuvent aller voir, ce qui évidemment aujourd'hui n'est pas le cas, parce que la majorité des gens quand même ont pas forcément envie de se jeter dans les salles pour aller voir des films porno, quoi. Et donc à l'époque c'était complètement différent. Il y avait une dimension très fortement artistique. C'est cette dimension-là sur laquelle il avait énormément appuyé. Il y a un film qui s'appelle La Marge, dont je me souviens, qui était vraiment un très beau film, mais avec un érotisme très glacé, qui au fond ne suscitait finalement pas tant d'émoi que ça. Pas tant d'émoi que ça, mais qui était formellement très très beau. Moi, je voudrais dire que dans cette époque-là, il y a eu effectivement quelques très bons films. Il y a un film incroyable de Charles Maton, par exemple, qui s'appelle Spermula, où l'amour est un fleuve en Russie. C'est le plus beau titre du monde. Voilà, c'est le plus beau titre du monde. Et franchement, c'est un film... Alors, Maton était un véritable artiste. Hein, d'ailleurs, il a fait des films tout à fait non érotiques par ailleurs. Hein, et en plus, c'était un grand sculpteur et peintre. Mais ce qui est intéressant, c'est voilà, ce Borowczyk est vraiment représentatif de cette période où l'érotisme essaye de se frayer un chemin dans le cinéma, disons, de grande diffusion. Oui, alors c'est un cinéaste qu'aujourd'hui on veut considérer comme intellectuel. La preuve, puisque une rétrospective intégrale de ses films a lieu au Centre Pompidou, première rétrospective française du cinéaste plasticien. Lui-même se considérait comme un plasticien opérateur. On y trouve donc pour le coup ses 11 longs métrages et ses 26 courts métrages projetés en présence de nombreux spécialistes de cet artiste. Alors moi je n'ai pas tout à fait cette approche. Lui-même se considérait parfois comme un provocateur libidineux. Moi je le classerais dans cette catégorie. Il avait même la réputation d'être un pornographe de mauvaise réputation. C'est sans doute exagéré, mais le cinéma digne d'un Buñuel, je ne le vois pas dans l'œuvre de Borowczyk, très honnêtement. Non, en revanche, ce qu'on peut dire, c'est qu'à cette époque-là, encore une fois, il ne faut pas oublier les années 70, c'est aussi les années de l'Empire des Sens, par exemple. Et donc, dans ces années-là, il y a une certaine volonté de créer un érotisme intellectuel. Et je ne sais pas exactement comment Borowczyk se considérait lui-même, mais en tout cas, je me souviens qu'à l'époque, ces films étaient présentés comme tels, comme inscrits dans l'histoire, la littérature. Enfin, il y avait un côté, au fond, la cérébralité servait un peu d'alibi à l'érotisme. Voilà, une curiosité donc à découvrir au Centre Pompidou, donc à l'occasion de cette rétrospective intégrale, et donc chez l'éditeur Carlotta à l'occasion donc de la réédition de cette DVD. Et maintenant on parle, Antoine, d'un film assez méconnu, Le Masque arraché de David Miller, édité chez Rimini avec Joan Crawford, nous y revenons, et Jack Palance. Oui, le Masque arraché, alors d'abord c'est une curiosité parce que c'est le premier film que François Truffaut a critiqué dans les cahiers du cinéma en 1953. Alors Truffaut à l'époque était très très enthousiaste sur ce film. Il disait qu'il n'y avait pas un seul plan du film qui n'était pas indispensable à la progression dramatique. C'est quand même un beau compliment. Alors est-ce qu'aujourd'hui le Masque arraché mérite d'être considéré comme le meilleur film noir de l'histoire? Je n'irai peut-être pas jusque-là, mais c'est quand même un film très intéressant. D'abord, c'est un film dans lequel on voit les rues de San Francisco qui sont très très bien filmées. Ensuite, c'est un film qui témoigne d'une époque où les films noirs montraient souvent des femmes terrorisées ou des femmes qui fomentaient leur vengeance. Et Joan Crawford, qui est donc l'a filmé en 1952 et qui est d'ailleurs en grande partie à l'origine du film, c'est elle qui l'a
a produit. Donc Joan Crawford est quand même assez formidable dans ce rôle de femme à la fois terrorisée et vengeresse, même si elle en fait parfois un peu beaucoup. C'est un film dans lequel on a Jack Palance, c'est un des premiers grands rôles de Jack Palance. Palance, c'est un acteur qui est à la fois un vrai méchant de cinéma et en même temps il joue souvent dans des films un peu intello. On va le voir dans le Mépris de Godard. Et donc là, Palance joue un peu sur ces deux registres, sur le côté intello et sur le côté vrai méchant. Donc c'est très intéressant. Et puis il y a aussi Gloria Graham, qui est une très très bonne actrice de l'époque du film noir. Donc je pense que pour les gens qui aiment les films noirs, c'est vraiment un film absolument indispensable. Un DVD auquel vous avez d'ailleurs collaboré. Oui, je dois dire que c'était un projet assez enthousiasmant. Good morning, Mr. Blaine. Good morning, Mrs. Blaine. Without you, I have nothing. Irene! You said we were going to the summer house. You can't back out now. Lester, why are you so excited? I mean, I've been looking forward to being alone with you. I was just wondering what I'd done to deserve you. Flashback sur Séance Radio. Le cinématographe permet de projeter des images sur un écran. Toute l'actu des grands classiques du cinéma. Bientôt, les films vont être sonorisés. Flashback avec Antoine Cyr et Antoine Julien. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'aspect grandiose du mélange. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Vous pouvez réécouter l'émission en podcast sur séanceradio.com, SoundCloud et iTunes. N'hésitez pas, chers auditeurs, à nous laisser des commentaires sur l'émission, car mon cher Antoine, les auditeurs sont de plus en plus nombreux. Eh bien, ça nous fait drôlement plaisir.